Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien. C'est encore une fois, c'est assez encourageant, c'est un exercice nouveau pour moi et le fait d'avoir des retours positifs, c'est encourageant. Alors j'essaie encore de m'améliorer, donc à voir, j'ai pris mes petites notes pour rien oublier. Ah oui, il y a un petit cafouillage qui s'est glissé dans la vidéo précédente. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. En fait, dans la taille des capteurs, j'ai dit son contraire. Alors, la conclusion dans la vidéo était bonne. D'ailleurs, merci à Florian, car c'est lui qui m'a indiqué la petite erreur, et effectivement, je m'en étais pas rendu compte. Donc c'est parti pour le deuxième volet de notre trilogie sur apprendre la photo. Ce sont vraiment, alors c'est pour ça que c'est une vidéo entièrement dédiée à ça, ce sont les bases des réglages en photographie. Moi, je vous conseillerais toujours de travailler en mode manuel parce qu'au moins vous avez la main à 100% sur l'appareil photo. L'appareil photo ne gère rien. Tout en manuel, sauf l'objectif. L'objectif, vous pouvez le mettre en automatique, c'est le petit bouton qui se trouve là. Et là, en fait, l'autofocus, donc la mise au point sera automatique. C'est l'appareil photo qui va chercher le point de netteté tout seul. Le fameux petit bip quand on tombe sur le bon point de netteté. Là, à mi-course. J'appuie un tout petit peu à mi-course, j'entends le bip. Si j'appuie à fond... Donc, quand j'appuie à mi-course sur le collimateur, l'autofocus, comme il est réglé sur automatique sur l'objectif, l'autofocus va faire sa mise au point automatiquement. Et en fait, c'est les petits carrés rouges qu'on voit à l'intérieur du capteur. Alors, si vous avez bien regardé la première vidéo, normalement, vous devez savoir ce qu'est un collimateur. Sinon, il faut revenir au volet numéro 1. Alors, moi personnellement, je préfère toujours travailler avec le collimateur central. Pourtant, j'ai un appareil photo relativement haut de gamme, avec énormément de collimateurs, mais je choisis toujours le collimateur central. Car sur tous les appareils photo, en tout cas sur la plupart, ça changera peut-être dans l'avenir, mais en tout cas, le collimateur central a toujours le meilleur piqué. Donc prenez l'habitude de travailler avec un seul collimateur. Donc je vais vous montrer comment régler ce collimateur central. Malheureusement, la manipulation, la marche à suivre n'est pas identique sur tous les boîtiers d'appareils photo, que ce soit Canon ou une autre marque Canon. Là, je vous montre l'exemple sur un Canon 6D Mark II. Volontairement, je ne vais pas me servir de l'écran tactile, mais sachez que si vous avez l'option ou si vous voulez acquérir un appareil photo, le fait d'avoir un écran tactile pour accéder au réglage, c'est vraiment un plus. Il y a vraiment, ça apporte réellement une facilité supplémentaire. Rassurez-vous, les symboles E ne changent pas, peu importe la marque d'appareil photo. Quand même, c'est une bonne chose. Pour les appareils photo Canon, vous avez le bouton Q, comme ici à l'image. Quand on appuie dessus, vous avez derrière l'écran un petit carré orange qui est apparu et grâce aux petites touches directionnelles au dos de l'appareil photo, vous pouvez bouger ce petit carré orange. Il se déplace sur les différents réglages. Donc là, on va le déplacer tout en bas sur sélection auto AF. À l'aide de la molette au dos de l'appareil, donc je suis obligé de lire mes notes pour bien vous expliquer, pour que vous puissiez le faire en même temps. À l'aide de la molette au dos de l'appareil, comme ici à l'image, sélectionnez manuel 1 collimateur AF. Vous validez, une fois que vous l'avez sélectionné, vous validez avec le bouton 7 qui se trouve au centre de la molette et du bouton multidirectionnel. Une fois validé, vous pouvez sélectionner le collimateur central à l'aide des deux molettes. La molette à l'arrière de l'appareil et la molette au-dessus de l'appareil. Il y en a une qui va de droite à gauche et l'autre qui va de haut en bas. Donc, avec les deux molettes, vous pouvez déplacer le curseur au centre. Peu importe si vous en avez 9 ou 65, vous prenez le centre. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous revalidez avec le bouton 7. Si jamais par la suite, parce qu'il arrive parfois que, shoot, on a bien sélectionné le collimateur du centre, et sans faire exprès, parce que sur certains appareils, on ne peut pas verrouiller la petite molette ou le petit bouton directionnel, il se peut qu'on appuie sans faire exprès, ce qui fait qu'on déplace le curseur, ce qui fait qu'on déplace le collimateur. Si vous voulez de nouveau arriver à ces réglages, vous pouvez accéder directement au collimateur en appuyant sur ce bouton. Là, vous arrivez directement au réglage et là, vous n'avez plus que de nouveau jouer avec les deux molettes pour remettre à sa place le collimateur. En fait. Alors, bien évidemment, pour les autres deux modèles de boîtier, je ne connais pas ou je ne peux pas décrire toutes les manières de faire. Rapportez-vous au manuel d'utilisation.
Section sélectionner manuellement le collimateur. Maintenant, quand je regarde dans le viseur et que je appuie à mi-course, seul le point du centre s'allume en rouge. C'est là votre point de netteté. Commencez déjà à travailler comme ça et de toute façon, dans la 3e vidéo, nous verrons comment bien cadrer avec un seul collimateur. Il y aura une petite manipulation à faire, mais ça c'est dans l'autre vidéo. 3e vidéo. Alors, maintenant qu'on a vu notre petit réglage, on va s'attaquer vraiment au réglage de base de la photographie avec ce qu'on appelle le fameux triangle d'exposition. C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, et si c'est pas déjà fait, c'est un terme que vous allez régulièrement entendre en photo, le fameux triangle d'exposition. Normalement, après la vidéo, ça devrait paraître un petit peu plus logique, en tout cas si j'ai bien fait mon travail. Sinon, ça veut dire que j'ai pas été clair du tout. Alors, pourquoi le triangle d'exposition? Juste, c'est un moyen mémotechnique. Le triangle a 3 côtés et on a 3 réglages de base. Chaque côté correspond à un des réglages. Donc il y a un côté pour la vitesse, il y a un côté pour la sensibilité et un côté pour l'ouverture. On va commencer par l'ISO. L'ISO, c'est la sensibilité à la lumière. C'est-à-dire que plus le chiffre va être important, plus l'appareil va être sensible à la lumière. Pour l'exemple, j'ai mis une bougie sur la table. Volontairement, j'ai mis l'ISO à 100 pour que vous vous rendiez compte de la différence entre les deux photos. À 100, on aperçoit la flamme de la bougie. Par contre, la photo reste noire dans son ensemble. Sur la 2e photo, je monte l'ISO. Et là, vous voyez que la bougie, on voit la bougie dans son ensemble, on voit même autour, la pièce est éclairée par la bougie. Le fait d'avoir monté en ISO, l'appareil est sensible à la lumière, donc d'un seul coup, on a un rayonnement beaucoup plus important. Ça, c'est la sensibilité ISO. Il y a un piège dans l'ISO, c'est que plus vous allez monter en ISO, donc plus le chiffre va être important, plus on va avoir ce qu'on appelle du bruit sur la photo. J'ai mis aussi un autre exemple, vous le voyez à l'écran, j'ai pris une photo avec un ISO normal, et un ISO, j'ai exprès poussé les retranchements de mon appareil photo, j'ai poussé très haut les ISO, et là vous voyez en grossissant sur l'image, on a un grain sur la photo. Alors, le grain, c'est pas forcément catastrophique parce que sur un côté artistique, un joli noir et blanc, on peut ajouter du grain, ça peut avoir du charme. Par contre, bien évidemment, si on cherche une photo parfaitement nette, tout de suite, ça nous handicape. Alors, il y a une disparité entre les appareils photo. Plus un appareil est haut de gamme, plus il est cher, mieux il va gérer la montée en ISO. Pour tout ce qui est appareil d'entrée de gamme, sachez, alors d'entrée de gamme et un peu plus, sur un appareil vraiment d'entrée de gamme, on pourra monter au maximum à 800 ISO. Sur les intermédiaires, on pourra monter à 1600 ISO. Et après, quand on arrive sur des appareils semi-pro, professionnels, en tout cas beaucoup plus chers, là, vous pouvez vraiment monter en ISO très haut, notamment sur les pleins formats. Sinon, vous faites confiance, vous zoomez, une fois que vous avez pris la photo, vous zoomez sur la photo. Si vous trouvez que vous avez beaucoup de grains, c'est que vous êtes arrivé aux limites de votre appareil. Pour régler l'ISO sur les appareils photo, boîtier Canon, comment on fait? Eh ben, alors encore une fois, on prend le bouton Q, on appuie dessus, de nouveau, on a cette sélection de petits carrés orange qui est arrivé, et là vous allez vous déplacer tout en haut de l'écran pour sélectionner ISO. Une fois qu'on a sélectionné avec le petit carré, on valide par 7, et là avec les molettes, on change la valeur. Ça, c'est une première solution pour changer l'ISO. Il y en a une deuxième. C'est au-dessus sur votre appareil photo. Là, c'est sur tous les appareils, d'ailleurs même les entrées de gamme. Vous avez remarqué un petit écran à cristaux liquides. Et là, au-dessus de cet écran, vous avez un petit bouton ISO. Vous appuyez sur ce bouton. Là, vous voyez que la valeur change au niveau de l'ISO. On a la valeur ISO qui est indiquée. Vous changez avec la molette à côté de votre déclencheur, hop, et la valeur d'ISO change. C'est une deuxième solution pour changer l'ISO. De toute façon, là, je décris des méthodes pour faciliter le travail des débutants, mais il y a plusieurs méthodes sur chaque appareil. Pour changer un réglage, il y a plusieurs méthodes. Je vous en donne quelques-unes. À chaque fois, pour chaque méthode, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.
Le but de cette chaîne aussi, c'est aussi de créer une communauté et de s'échanger les informations, en fait. Alors, pour les débutants, pour avoir un petit repère, sachez que quand vous êtes à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'une maison, en règle générale, on commence l'ISO à 400. Si par contre vous êtes en extérieur, ce sera 100 ISO. Allez, 200 si vraiment c'est très très couvert, mais sinon ce sera entre 100 et 200 ISO. Je suis à l'extérieur, c'est 100 ISO, je suis à l'intérieur, c'est 400 ISO. Ça vous donne un petit repère dans le réglage. On a vu le premier côté du triangle. On va s'attaquer au deuxième côté du triangle. Et là, on va parler de la vitesse. Ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Alors, pour le coup, c'est un peu plus simple. La vitesse d'obturation, c'est quand j'appuie sur le bouton de déclenchement. J'entends le petit clic-clac. En fait, quand j'appuie sur le bouton, le clic-clac correspond au mouvement du rideau. Il se lève et il se baisse. La vitesse que nous allons régler, elle se mesure en secondes. C'est en fait la vitesse, le temps où le rideau reste ouvert. Quand je vais appuyer sur le bouton de déclenchement, le rideau va s'ouvrir. Pendant une seconde, il reste ouvert. Clac. Et après, il se referme. C'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus je vais être rapide dans ma vitesse de déclenchement, plus je vais figer la scène. Je prends en photo quelque chose qui va très vite. Si je vais très très vite au niveau de la vitesse, ça va très vite, on fige le mouvement tout de suite. Par contre, comme le rideau se lève et s'abaisse tout de suite, je rentre beaucoup moins de lumière. Par contre, si je prends un temps d'exposition très lent, là le rideau va s'ouvrir. Une seconde c'est déjà lent, une seconde, clac, il se ferme. L'avantage, je rentre beaucoup de lumière. L'inconvénient, c'est que je vais avoir un flou bougé. Si je suis en train de prendre en photo mon chien qui est en train de courir dans le jardin, bien évidemment que je vais avoir une photo complètement floue. Et en plus, si je mets une vitesse trop courte, je risque aussi d'avoir mon flou bougé du photographe. Hein, c'est moi, je peux bouger aussi, et là on a aussi ce qu'on appelle un flou bougé. Petite astuce d'ailleurs, quand vous prenez la photo, prenez l'habitude tout de suite de bien vous positionner. Bien se positionner, c'est quoi? C'est d'avoir les coudes le long du torse. On serre bien les coudes le long du torse, on prend bien son appareil photo, là je peux prendre l'exemple parce que c'est lui qui filme, mais on prend bien son boîtier en main, une main en dessous, une main sur le côté avec le bouton sur le déclenchement, je serre bien, je vise, quand j'ai ma photo, on retient la respiration, on clique et voilà. Et d'ailleurs, quand je dois pivoter, je pivote le bassin. Et vous voyez que mes mains ne bougent pas, c'est juste mon bassin, de manière à être le plus stable possible et éviter au maximum les flous bougés. Encore une fois, pour avoir un petit repère, je vous conseille de ne pas descendre en dessous de 1 centième. 1 anti-slash 100. 1 centième de seconde. En deçà de cette vitesse, vous risquez d'avoir un flou bougé. C'est encore une fois un repère pour les débutants. Ça vous permet comme ça d'avoir une petite base. On vient de voir déjà 2 côtés du triangle. Il nous en reste plus qu'un. C'est l'ouverture. Alors j'ai fait exprès de le mettre en dernier, parce que l'ouverture, c'est peut-être ce qui est le plus compliqué. C'est compliqué parce que ça joue sur 2 aspects, l'ouverture. Le premier aspect, c'est la lumière. C'est-à-dire que c'est le diaphragme. Plus je vais ouvrir, plus je vais avoir de lumière. Alors, il y a une petite subtilité. C'est pour ça, parfois, on se fait vite un nœud au cerveau avec l'ouverture. C'est que plus j'ouvre, plus le chiffre est petit. Plus je ferme, donc moins l'ouverture, plus l'ouverture est petite, plus le chiffre est grand. Si j'ouvre à 2,8, le chiffre 2,8 est tout petit, mais l'ouverture sera très grande. Petit chiffre, grande ouverture. Si par contre je ferme à 22, j'ai fait aussi une petite image, je ferme à 22, toute petite ouverture, grand chiffre. Ça paraît bête, mais on se fait vite, on s'en mêle vite les pinceaux dedans. C'est pour ça aussi que j'ai pris mes petites notes. Et comme je vous l'ai dit, ça joue sur 2 aspects. Le deuxième aspect, c'est la profondeur de champ. Si j'ouvre
beaucoup, petit chiffre. Je vais donc rentrer beaucoup de lumière, mais je vais aussi faire un arrière-plan flou. Pour faire simple, si je pose mon objectif sur la table et que je prends en photo cet objectif à grande ouverture, je vous ai fait un petit exemple ici, par exemple, où là, je l'ai fait exprès de le prendre avec mon 50 mm à 1,8. Donc là, j'ouvre très grand. Et vous voyez sur la photo que tout de suite, mon arrière-plan est bien flou. C'est ce qu'on appelle un bokeh. Le flou d'arrière-plan. Si par contre, je mets mes deux objectifs l'un à côté de l'autre, on voit bien que même à grande ouverture, comme ils sont au même niveau, j'ai bien toujours un flou d'arrière-plan prononcé, mais les deux objectifs sont nets. Si je mets deux objectifs et que je décale un objectif en arrière-plan, encore une fois, vous voyez que mon objectif en premier plan reste bien net et celui en arrière-plan est flou. C'est parce que j'ai une très grande ouverture. Maintenant, sur la photo, je vais fermer volontairement. Donc là, je ferme à 22. Donc je vais rentrer beaucoup moins de lumière. Donc je vais mettre un temps de pause beaucoup plus long pour équilibrer cette lumière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que regardez bien au niveau de la focale. Sur la focale à 1,8, mon objectif de premier plan était net, l'arrière-plan était flou. Maintenant, sur cette photo, à focale 22, donc on a fermé. Mon objectif en avant-plan est net et mon objectif en arrière-plan est lui aussi beaucoup plus net. On voit même mon petit chat sur le fauteuil derrière. On ne le voyait pas du tout sur l'autre photo. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça joue bien sur les deux aspects, la lumière et la profondeur de champ. Voilà, nous venons de voir là toute la problématique des bases de la photographie. En fait, quand vous allez vous entraîner en mode manuel, je vous conseille d'aller par élimination. Par exemple, dans mon jardin, un enfant court. Mon analyse sera la suivante. Il est en extérieur et le sujet bouge. Comme mon sujet bouge, je vais devoir faire attention prioritairement à la vitesse. Si je shoot trop lent, le sujet sera complètement flou. Donc la vitesse, elle doit être relativement rapide. Tout à l'heure, je vous ai dit, pas en dessous d'1 centième. On a déjà un de nos réglages, un des côtés du triangle qui est réglé. Quand je suis en extérieur, mon ISO doit être à 100. Donc j'ai déjà ma vitesse, 1 centième. J'ai mon ISO, je suis à l'extérieur, je serai à 100 ISO. Donc on a notre deuxième réglage. Il ne reste plus que le troisième réglage. C'est l'ouverture. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est bien, c'est vrai. Mais comment connaître la valeur de l'ouverture? Quel chiffre je mets à l'ouverture? Alors, il y a une petite astuce. Pour connaître la valeur de mon dernier réglage, je regarde ici la graduation. Elle doit être proche du centre, du 0 au milieu. Donc vous allez voir que quand vous allez mettre à ISO 100 et 1 centième de seconde, quand on va appuyer à mi-course dans le viseur ou sur l'écran, vous allez voir ce petit curseur qui bouge. Si vous le voyez pas, c'est que vous êtes aux extrêmes. Donc vous bougez, vous allez fermer la molette, vous allez fermer l'ouverture. On ne bouge que l'ouverture, on ne touche plus aux autres réglages. Là, on ne parle que du dernier réglage. Donc on bouge la molette, et en fait, plus je vais fermer, plus le curseur va se trouver à peu près au centre. Quand mon 0 arrive au centre, je shoot, et là je suis sûr que ma photo sera bien exposée. Mon dernier réglage sera fait en rapport au curseur. Le dernier réglage. Autre exemple. Je dois prendre en photo mon objectif. Il est posé sur la table. Je suis à l'intérieur de la maison. C'est le soir. Il fait assez sombre. Donc, je sais, on va faire toujours ce système de déduction. Je sais que si je monte trop en ISO, je risque d'avoir du bruit sur ma photo. Ce sera moins net. Et je ne veux pas. Donc, on réfléchit. On va par déduction. Je suis à l'intérieur. C'est un objectif qui est posé sur la table. Donc normalement, si tout se passe bien chez vous, l'objectif ne doit pas bouger. Il est immobile sur la table. Donc, je suis confortable en temps de pause. Je peux faire une très longue pause. Je mets mon appareil sur un trépied ou je le pose sur la table. Là-dessus, je suis tranquille. Donc mon ISO, je vais le mettre à 100 pour avoir le meilleur piqué possible. Donc je vais avoir très peu de lumière à 100. Et vous allez comprendre. Mais je mets à 100.
Premier côté d'un triangle, réglé. Deuxième côté du triangle, c'est mon ouverture. Mon ouverture, je vais mettre, on va faire une base pour tout le monde, je vais mettre à 5,6. Si jamais vous shootez avec un 18-55, que vous avez zoomé à 55 mm, 5,6 ce sera la plus grande ouverture que vous puissiez avoir. Donc on met à 5,6. Donc, ISO 100, 5,6. Il me reste plus que mon dernier réglage. Encore une fois, on est allé par élimination. C'est la vitesse. La vitesse, peu importe si elle est lente ou pas, comme mon appareil est posé, je n'aurai pas de risque de flou bouger. Donc là, encore une fois, j'appuie sur mon déclencheur à mi-course et je règle avec la molette ma vitesse jusqu'au moment où mon curseur arrive quasiment au centre. Alors si vous atteignez des vitesses très lentes, même si l'appareil est sur un trépied ou il est sur une table, pour éviter qu'on ait un petit flou dû au déclenchement, mettez votre retardateur par exemple sur 2 secondes. J'appuie, l'appareil va mettre 2 secondes pour déclencher, on ne le touche plus, clac, il prend la photo, et là votre photo sera donc bien exposée, parce que le dernier réglage on l'aura fait par rapport au curseur. Encore une fois, le dernier réglage seulement, on le fait par rapport au curseur. Sinon vous allez vous emmêler les pinceaux. Je mets ici une petite photo avec le fameux triangle, c'est celle que vous voyez ici, je vais la mettre en grand sur l'écran, avec un petit rappel, vitesse, focale d'ouverture et l'ISO, notre fameux triangle d'exposition. Amusez-vous à faire des tests. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ma photo est sombre? Est-ce qu'elle est floue? Voilà. Et par rapport à ça, rapportez-vous à la vidéo par rapport aux différentes sections et vous allez comprendre, voilà, le mécanisme. Ça, c'est vraiment les bases de la photographie. Alors, je ferai de toute façon d'autres vidéos. Là, c'est vraiment sur les bases, mais je ferai des vidéos sur des techniques spécifiques. Il nous reste encore un volet à voir, ce sera le dernier. Là, ce sont sur les règles de cadrage. C'est extrêmement important. La lecture de la photo, les règles de cadrage, les points forts, la règle de tiers, tout ça. Donc ça, c'est la prochaine vidéo sur le 3e volet. Pour aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille. J'espère avoir été le plus clair possible. N'oubliez pas le pouce vers le haut, c'est très important sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait afin de recevoir les notifications quand je fais de nouvelles vidéos. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Si vous regardez la vidéo comme d'habitude en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous regardez la vidéo le matin, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt, à très bientôt pour le 3e volet. Bonne fête, au revoir.